On vous souhaite la bienvenue. Mesdames et messieurs, donc, vous êtes ici donc à l'école militaire. Au nom de l'IHEMI, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cette Nuit du droit 2023. Depuis 2018, l'Institut prend part à cet événement. L'année dernière, par exemple, notre conférence avait porté sur le traitement des dérives sectaires entre protection et liberté. Cette année, l'IHEMI a le plaisir de s'associer avec l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, l'IERDJ, pour l'organisation de cette manifestation. On reprend donc, nous, en règle générale, notre format habituel de discussion, c'est-à-dire un séminaire régulier qui réunit praticiens et chercheurs pour une discussion interactive. Le thème a été défini avec l'IERDJ autour des tentatives de déstabilisation institutionnelle par le crime organisé, avec un focus sur la dite mocromafia. On verra avec notre collègue belge que cette dénomination est aussi à déconstruire. Cette mocromafia qui sévit en Belgique et aux Pays-Bas et dont régulièrement la chronique médiatique se fait l'écho. Avant toute chose, un petit mot sur la Nuit du droit. C'est un événement donc, qui est promu par le Conseil constitutionnel depuis 2018. Elle est composée de nombreux événements qui prennent place le jour anniversaire de la Constitution de 1958, donc le 4 octobre. Il a vocation à réunir des juristes pour sensibiliser le plus grand nombre au droit, à ses principes et à ses métiers. Nous vous remercions de nous avoir rejoints, en espérant que cette conférence stimulera votre curiosité, et nous remercions tout particulièrement nos 3 intervenants ce soir. Nous avons la chance de les écouter pour nous éclairer sur cette thématique à la fois familière et en même temps assez complexe, sur la criminalité organisée et ses développements, mettant à l'épreuve nos institutions. Le thème de ce soir concerne en effet la vulnérabilité de nos sociétés face à la criminalité organisée, et notamment dans certains de ses effets les plus délétères, à savoir les violences exercées contre des représentants des institutions vues dans un sens très large, les ministres, les élus locaux, les élus nationaux, les magistrats, les policiers, les journalistes. Bien sûr, rien de comparable avec ce qui se passe par exemple en Amérique latine, où par exemple 14 journalistes ont été tués en 2022, démontrant les formes de violence extrêmes dont font montre les organisations criminelles mexicaines, les fameux cartels. Et la corruption, ne pas oublier ce volet qui constitue également un ressort utilisé par les organisations afin de maximiser leurs gains. L'objet de ce séminaire, vous l'avez compris, concerne davantage l'Europe, et pour en parler, nous accueillons donc nos 3 intervenants. Je commencerai peut-être par Monsieur François Antonat, magistrat. Vous êtes magistrat depuis 2008. Vous avez exercé dans plusieurs parquets en province et comme juge d'instruction entre 2008 et 2018. Vous êtes vice-procureur au parquet de Paris depuis janvier 2018, affecté à la section J1 GIRS Junalco, vous en direz plus, là ce sont des acronymes, mais juridiction interrégionale spécialisée, depuis janvier 2019 donc, et vous êtes chef de cette même section depuis janvier 2023. À votre droite, Monsieur Michel Gandillon, bonjour. Bonsoir. Vous êtes actuellement chercheur associé au département Sécurité-Défense du Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez été chargé d'études à l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives pendant plusieurs années, où vous avez travaillé dans l'unité data sur les questions liées au marché des stupéfiants. On peut vous compter comme l'un des grands spécialistes justement de ces questions à l'échelle française, voire européenne, sans flagornerie. Vous y avez coordonné notamment la publication Drogue en jeu internationaux. Vous êtes membre du Conseil d'orientation scientifique de l'Observatoire des criminalités internationales à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et enfin, je terminerai par un coup de pub, puisque votre dernier ouvrage a été publié récemment en 2023 aux éditions du CERF et qui s'intitule « Drugstore, drogues illicites et trafic en France ». À votre droite, Monsieur Jelle Janssens, bonsoir. Vous êtes professeur au département de criminologie à la faculté de droit et de criminologie à l'université de Gand et membre de l'Institut de recherche internationale sur la politique criminelle.
Je fais assez bref parce que, en fait, Monsieur Jelle Hansen, vous avez un CV considérable sur vos productions et vos engagements à la fois institutionnels et en termes de recherche. Donc, vous êtes quand même docteur en criminologie, vous enseignez la gestion du système pénal, les formes de criminalité organisée, la criminalité économique et financière et la victimologie. Nous avons travaillé ensemble, vous avez d'ailleurs supervisé de nombreux projets de recherche à l'échelle européenne sur le financement de la traite des êtres humains, la prévention de la cybercriminalité ou encore sur la prévention des atteintes à la propriété. En 2018-2019, vous avez évalué un plan de lutte contre le trafic de cocaïne dans le port d'Anvers, qui va nous intéresser particulièrement ce soir. Enfin, vous êtes très impliqué avec le ministère de l'Intérieur belge, notamment avec la construction du plan national de sécurité. Faites plaisir de vous exprimer en français, mais je crois savoir que vous allez vous exprimer en anglais. Mais votre présentation sous forme de slides, sous forme de diapositives, sera en français. Donc, je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs ici présents ne voient pas d'inconvénient à ce que M. Jelle Hansen s'exprime en anglais. Je m'en excuse par avance, mais c'est ce qui est convenu et ça fera un peu d'Europe dans cette présentation. Pour nos auditeurs en ligne, nous vous encourageons à utiliser les deux outils interactifs à disposition ce soir. Vous les verrez dans le panneau blanc sur la droite de votre fenêtre Livestorm. Premièrement, vous avez l'onglet de chat pour discuter pendant l'événement. Et deuxièmement, vous avez l'onglet de questions. Vous pouvez voter pour faire remonter les questions que vous préférez. Et les intervenants pourront réagir après leurs interventions. Concernant l'ordre de passage de nos intervenants, Michel Gandillon, je crois que vous pouvez ouvrir le débat en posant le cadre, un bref panorama de la géopolitique internationale des drogues. Puis nous entendrons le professeur Janssen qui parlera de cette organisation criminelle dénommée Mokromafia. Enfin, l'intervention du praticien de cette table ronde, le magistrat M. Antonat, qui donnera à voir le dispositif français de lutte contre la criminalité organisée, avec ses forces et ses faiblesses. Ces interventions dureront environ une bonne heure, puis nous avons prévu un temps d'échange spécifique avec la salle et les internautes pour la même durée, donc pendant une heure. Avant de venir vous rejoindre dans l'audience, je vous remercie une nouvelle fois pour votre intérêt et souligne le plaisir que j'ai eu à ouvrir cette conférence. Bonne nuit du droit à tous et à toutes. Merci. Vous m'entendez ? C'est bon. Oui, bonsoir à tous. Merci à l'IHEMI et à Nasser de nous recevoir. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de la Mokromafia, je suis plutôt un spécialiste du trafic de drogue, mais les choses sont bien faites dans la vie, comme il semble que la Mokromafia, ou plutôt les filières néerlando-marocaines, je n'aime pas le terme de mafia, mais on en discutera appliqué à ces filières, qui, entre parenthèses, d'ailleurs, ressemblent beaucoup aux filières de la résine de cannabis française, franco-maghrébine. En fait, il y a beaucoup de points de ressemblance. Je vais vous faire un petit exposé préliminaire sur l'évolution, non pas de la géopolitique des drogues, parce que je crois qu'on risquerait d'y passer la soirée, mais des évolutions récentes du marché de la cocaïne, parce il apparaît que la Mokromafia ou les filières néerlando-marocaines jouent un rôle capital dans l'importation de cocaïne en Europe et dans le nord de l'Europe, dans la région d'Anvers et de Belgique. Elles étaient avant, peut-être toujours, spécialisées dans l'importation de résine de cannabis, du fait qu'une bonne partie, comme en France, de l'immigration est composée de Marocains originaires du Rif, et tout naturellement, effectivement, des liens se sont créés entre les Marocains et les diasporas marocaines en Europe, et notamment en Belgique et en Hollande, aux Pays-Bas plutôt, pour importer de la résine de cannabis. Donc, dans les années 80, elle joue déjà un rôle très important dans l'importation de résine de cannabis aux Pays-Bas et en Belgique. Et puis, elles vont progressivement se spécialiser ou adjoindre à leurs activités la cocaïne. Pourquoi la cocaïne ? Parce que, effectivement, le marché de la cocaïne aujourd'hui dans le monde et notamment en Europe explose littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous donner un certain nombre de chiffres, de points de repère qui montrent qu'effectivement, depuis 10 ans, on bat régulièrement, année après année, des records.
L'Europe, il faut savoir qu'aujourd'hui en Europe, l'Europe est probablement en train de devenir le premier marché de la cocaïne au monde. En tout cas, je crois qu'ils sont en train de dépasser les États-Unis. J'ai regardé les statistiques de consommation de la cocaïne aux États-Unis et on peut dire que ces dernières années, elles ont baissé fortement. Je crois que les taux de prévalence sont des usages dans l'année pour les personnes de plus de 12 ans doivent être à 1,7%. En France, en 2017, on était à 1,6%. Et notamment pour la France, pour le calcul des prévalences à l'échelle européenne est plus compliqué parce que les États de l'Union européenne font des enquêtes en population générale, mais à des dates très différentes, des temporalités très différentes, et c'est difficile d'avoir une idée. Mais on a d'autres indicateurs, bien sûr, qui nous permettent de dire que le marché européen est aujourd'hui probablement le premier marché au monde de la cocaïne. Alors, le contexte international, donc, il faut savoir que, vous le savez, la cocaïne est produite en Amérique latine, dans les 3 pays andins que sont le Pérou, la Bolivie et la Colombie. Et là, les chiffres pour la Colombie, alors la cocaïne colombienne alimente majoritairement le marché européen. Hein, l'écrasante majorité de la cocaïne qui vient d'Amérique latine provient essentiellement de Colombie. Il y a une montée en puissance récente du Pérou, je crois, dans les arrivées de cocaïne. Et l'ONU-DC vient de publier les chiffres de 2022, son estimation de la production de cocaïne. Et on est à 1700 tonnes, ce qui est absolument sans précédent et considérable. Pour vous donner une idée, au début des années 2000, il y a une vingtaine d'années, la production des 3 pays principaux producteurs de cocaïne était à peu près de 1000 tonnes. Aujourd'hui, la seule Colombie est à 1700 tonnes, 1400 tonnes en 2021. Et la progression sur la décennie est énorme puisque la production de cocaïne en Colombie a sextuplé. Cette cocaïne arrive majoritairement en Europe via les porte-containers, qui sont un peu un vecteur emblématique depuis maintenant des décennies de la mondialisation. Et la cocaïne est en quelque sorte, je l'appelle la marchandise globale, marchandise clandestine de la globalisation économique. L'Union européenne reçoit sur son sol, chaque année dans ses ports, 90 millions de containers. C'était une évaluation faite par Europol. 2 à 3% sont effectivement contrôlés. Donc on voit bien que cette globalisation, cette intensification des flux marchands à travers la planète est bien sûr une aubaine pour les réseaux criminels qui ont su parfaitement profiter et épouser cette mondialisation. Donc 1700 tonnes de cocaïne en Colombie et un marché américain donc plutôt en diminution, en stagnation, diminution. Donc effectivement, le marché européen est un marché stratégique pour les trafiquants, pour les producteurs en Amérique latine, mais aussi pour des groupes criminels internationalisés comme la Mocromafia, mais bon, il n'y a pas que la Mocromafia, il y a le rôle des mafias, des véritables mafias, là, que sont les mafias italiennes. On parle beaucoup du rôle de la 'Ndrangheta, donc comme acteur, un des acteurs aussi centraux de l'importation de cocaïne dans l'Union européenne. Et il y a bien d'autres groupes. En France, il y a différents acteurs. Il y a des filières guyanaises aussi, dont j'ai parlé du porte-container, mais il y a aussi le trafic via les mules, notamment du Suriname et du Guyane. Mais ça reste encore relativement marginal par rapport aux quantités énormes saisies sur les porte-containers. En Europe, les évolutions, les chiffres sont impressionnants. En 2021, c'est la dernière estimation qu'on a, les saisies dans l'Union européenne ont atteint un chiffre à niveau historique de plus de 300 tonnes de cocaïne, ce qui est sans précédent, énorme au regard de ce qu'on saisissait, par exemple, au début des années 2010, puisque je crois qu'on saisissait à peu près une 60aine de tonnes. Donc, en l'espace de 10 ans, les saisies ont été multipliées par 5. Alors, vous pourriez me dire que les douanes, la gendarmerie, la police saisissent 300 tonnes de cocaïne chaque année. C'est des coûts terribles infligés aux trafiquants de drogue. Et finalement, c'est plutôt rassurant. Mais en fait, pour mesurer vraiment l'état du marché, on a les saisies et on a l'évolution des prix et des teneurs et des puretés. Et là, quand on regarde l'évolution des prix, on se dit,
on retire 300 tonnes du marché de la cocaïne en Europe, ça devrait provoquer des situations de pénurie, des tensions sur les prix, des tensions sur les teneurs, parce que la raréfaction de la cocaïne devrait obliger les trafiquants à couper leurs produits. Et quand on regarde les indicateurs sur le prix et la pureté, ben on voit que ces saisies énormes affectent très peu le marché. C'est-à-dire ce qu'on saisit, c'est une petite partie, enfin une petite ou une moyenne partie de la cocaïne qui circule. Donc je disais, pénurie, donc ça devrait provoquer une hausse des prix. Et en fait, ce dont on s'aperçoit en France, comme à l'échelle européenne, c'est une stabilité, voire une diminution des prix. Donc le marché n'est pas affecté par ces saisies énormes de cocaïne. Quand on regarde les puretés, c'est pareil. On a des données sur notamment en France via les instituts de police scientifique, sur le taux de pureté de la cocaïne qui circule dans la rue. Elle a très très fortement augmenté. Elle a dû passer, j'ai les chiffres en 2011, on était pour des saisies inférieures à 10 grammes à 27% de pureté moyenne. Là aujourd'hui, la cocaïne qui circule, c'est 60%. Alors bien sûr, c'est des moyennes. C'est des moyennes, mais bon, l'évolution est relativement impressionnante. Donc on peut conclure de cette mise en regard des saisies, des prix et des puretés, que l'impact de ces saisies et de l'activité des forces de l'ordre sur le marché de la cocaïne est relativement faible. Le marché européen donc augmente. Alors en Europe occidentale, aujourd'hui, il faut savoir qu'un certain nombre de pays ont des taux de consommation supérieurs, bien supérieurs maintenant à ceux des États-Unis. Je crois que le pays en Europe où les taux de consommation sont les plus élevés, ça doit être l'Irlande. Les Pays-Bas aussi sont à des niveaux très élevés. En France, les dernières données qu'on a datent de 2017, mais des données vont être produites, je crois, d'ici la fin de l'année en France, qui vont montrer, bon, je ne peux pas divulguer, mais j'ai entendu quelques bruits de couloir avant de quitter l'été, qui disaient que les consommations entre 2017 et 2022 vont très très fortement augmenter. Le phénomène intéressant aujourd'hui, c'est que l'Europe orientale, qui était relativement épargnée par le développement des consommations, connaît une augmentation aussi des consommations. C'est-à-dire qu'en Europe orientale, le marché des stimulants était dominé plutôt par les amphétamines et la méthamphétamine, et qu'aujourd'hui, alors comment on le voit par des travaux sur les eaux usées, hein, on analyse les eaux usées, on analyse les résidus de cocaïne qu'on retrouve, et ces études montrent qu'il y a une très forte augmentation, notamment dans les métropoles, des grandes capitales de l'Europe orientale. Donc voilà, un marché de la cocaïne en pleine dynamique. Et donc, on a une multiplicité aujourd'hui de groupes criminels à travers l'Europe, dont la Mocromafia, dont on va parler ce soir, qui sont au cœur de cette activité. Le deuxième facteur qui explique aussi cet investissement de la Mocromafia, mais aussi, je vous ai dit qu'on observait les mêmes phénomènes en France avec les filières franco-maghrébines, c'est que je pense, ça c'est une hypothèse que je formule, c'est que le marché de la résine de cannabis en Europe, à mon avis, est en diminution. En tout cas, c'est très net en France. La France est un grand marché du cannabis en Europe, le premier en volume et en valeur. Mais ce marché connaît des mutations depuis 10-15 ans qui sont considérables, et notamment le développement des consommations de l'herbe de cannabis, au détriment de la résine de cannabis. Et en France, les évolutions sont relativement impressionnantes, puisqu'il faut savoir que dans les années 80-90, 90%, 95% du marché du cannabis était représenté par la résine de cannabis. Et aujourd'hui, on pense que 50% du marché est représenté par l'herbe. Donc, la résine de cannabis marocaine a perdu des parts de marché très importantes.
ce qui explique le fait que beaucoup de réseaux qui étaient spécialisés dans la résine, maintenant, ont adjoint la cocaïne à leurs activités, si vous voulez. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est d'ailleurs aux Pays-Bas. Je crois qu'aux Pays-Bas, effectivement, bon, la résine jouait un rôle, mais c'était plutôt l'herbe de cannabis qui était importante. Est-ce qu'on assiste aux Pays-Bas à une diminution des consommations de résine de cannabis qui inciterait les réseaux au cœur de ces trafics à passer argument supplémentaire pour s'investir plus avant dans les trafics de cocaïne? C'est une question que je pose à notre ami. Je ne sais pas, ça commence bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi, l'autre facteur qui explique l'investissement, donc des déclins en France, en tout cas de la résine de cannabis, marché en explosion, marché porteur de la cocaïne. Et je pense aussi, une des explications, c'est aussi que la cocaïne est un marché beaucoup plus rentable que le marché de la résine de cannabis. C'est-à-dire que je pense que pour 1 kilo de cocaïne, les profits réalisés sur la vente d'1 kilo de cocaïne sont beaucoup plus importants que pour la résine de cannabis. En tout cas, en valeur, en taux, c'est bon, voilà. Mais en masse d'argent dégagé, c'est beaucoup plus considérable. Vous achetez votre cocaïne, le kilo de cocaïne à peu près en Colombie à 2 500 €. Vous le vendez en gros en Europe à 30 000 €. 30 000 €, 1 kilo de gros, on peut dire que c'est pur. Pour simplifier les choses, on va dire que c'est pur à 100%. Pour simplifier, vous le coupez à 50, 60%. Et au bout, vous revendu au détail, vous dégagez 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc, les profits sont absolument considérables. Voilà un peu le contexte favorable dans lequel évoluent les groupes criminels. Je crois que ce qui se passe en Belgique et aux Pays-Bas est spectaculaire, avec effectivement, on en reparlera, les menaces directement contre les plus hautes autorités de l'appareil d'État, menaces contre le Premier ministre, je crois, aux Pays-Bas, menaces contre le ministre de la Justice belge, contre un membre de la famille royale aux Pays-Bas. Surtout, ce qui fait la spécificité de la situation aux Pays-Bas en Belgique, c'est les attaques frontales contre l'État et contre des figures importantes de la société civile. Et notamment, il y a eu des journalistes, un journaliste très célèbre qui s'appelle Marc De Vries, je crois, qui a été assassiné, des avocats assassinés, des attentats à la bombe contre des journaux. Donc, ça prend des proportions qui sont extrêmement graves et qui sont effectivement une menace sur l'état de droit, sans parler des phénomènes de corruption, parce qu'il faut savoir que, j'ai oublié de vous le dire, mais que les chiffres d'affaires de la cocaïne aujourd'hui à l'échelle européenne donc étaient estimés bon, alors, je ne sais pas ce que vaut cette estimation, mais en tout cas, la méthodologie est la même d'année en année. Et on peut voir que ce chiffre d'affaires a doublé en une dizaine d'années. En France aussi, on estime aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, en 2017, on estimait le chiffre d'affaires de la cocaïne à 2 milliards d'euros. Il a doublé en 10 ans. C'était 1 milliard, ça a doublé en 7 ans. Donc, et les consommations en Europe, les quantités consommées, à peu près dans l'Union européenne, il y a une dizaine d'années, de 90 à 100 tonnes consommées chaque année. On doit être aujourd'hui à peu près à 200 tonnes. Donc, on voit vraiment la dynamique. Donc, ce marché dégage, bien sûr, des chiffres d'affaires considérables qui permettent effectivement aux organisations criminelles de corrompre aussi des bouts de l'appareil d'État, que ce soit, il y a eu des scandales, il y a eu des affaires impliquant les douanes, la police, la gendarmerie. Le phénomène de la corruption aussi se développe en France, notamment à l'échelle locale et municipale. Et puis, la concurrence accrue entre les bandes criminelles pour l'appropriation de la rente, pour l'appropriation de ce marché, conduit effectivement à une explosion des règlements de compte, comme on le voit cette année de manière spectaculaire à Marseille, puisqu'aujourd'hui, on doit être à peu près à 45 morts et une centaine de blessés dans une ville de 800 000 habitants. Alors certes, ce n'est pas le Mexique, ce n'est pas la Colombie, mais c'est absolument sans précédent dans l'histoire. Je
crois que le dernier grand record à Marseille datait des années 84-85, où il y a eu beaucoup de morts dans les Bouches-du-Rhône, hein, 45-46 morts en 84-85. Et d'ailleurs, c'était lié à la mort par un Corse qui s'appelait Gaëtan Zampa, et il y avait une guerre de succession, enfin, qui avait impliqué différents gangs, des logiques de vendetta. Donc, il y avait eu beaucoup de morts à cette époque. Là, cette année, on va battre ce triste record. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'évolution du marché de la cocaïne dans le monde et en Europe. Et je laisse la parole à... non. Merci. Right. Bonsoir, je suis Jelle Janssens et je vais parler en anglais. Désolé, mais je n'ose pas parler en français parce que je suis néerlandophone et je parle beaucoup d'anglais sur l'université de Gand et j'ai oublié le français. Désolé. But anyway, I prepared the slides in English and I promised Nasser I would do something in French, so at least I have the slides in French. First of all, before I start with say yes, this is what I'm going to tell you is very often connects to what Michel has already said. It's about the geopolitical situation, and it's important to understand the Mokro Mafia and how it functions in the Netherlands and in Belgium. And you need to look at the international atmosphere, circumstances as well, to understand what the impact is on how they behave. And this is it. This is something that was published last year, 2 years ago already, in the Wall Street Journal. And it says, Inside Europe's Cocaine Gateway, a repeat of Miami in the 80s. I did an introduction to the US ambassador to Belgium and Luxembourg. And I showed this slide, and he was baffled. He said, damn, seriously? Because he was, in that time, a political figurehead in Miami. He said, I have witnessed those days, and there was a lot of killing going on. And this is quite strange. While the drugs now are pouring into the ports of Antwerp and Rotterdam, and we are the main gateways to the continent, the European continent, we see a lot of more drugs, but we don't see a lot of killing going on in Belgium. And this is strange. This is strange. We do see hits and killings outside, but nevertheless, in Belgium, it remained relatively calm. In the Netherlands, on the contrary, we saw a lot of killings and liquidations over there. Next, please. So this is just an overview of inside crime, also 2 years ago. What you see, the ports of Antwerp, the blue arrows are shipping routes, and the yellow arrows are by airplane. And you see that the concentration, of course, Marseille is on the map. Definitely Le Havre is on the map as well, should not be underestimated. But then you have the ports of Amsterdam and Rotterdam, and they are very important. They are among the 3 largest ports of Europe, Amsterdam and Rotterdam and Antwerp. So this is what you see. We have estimations in Belgium as well by the Customs Authority. Indeed, every day there's around 20,000 containers coming into the port of Antwerp. 2% are being scanned. So it's virtually nothing. But of course, you need to know that customs are double-hatted. First of all, they need to stimulate the economy and make sure that everything goes very efficient. And so a lot of containers are being pushed through to the hinterland that is being transported to the economy due to the fact that we are a just-in-time economy. But on the other hand, they need to protect us as well, the customs. So it's a difficult balance. And we must, from a criminological point of view, we must actually say that now the balance goes out in favor of the economy. We're not there yet in terms of scanning and increasing scanning power as well. Next, please. Another map, if you look at estimates, 2023, the Global Report on Cocaine, 2023, it was basically data from 2021. I have other data, but you see that Antwerp and Rotterdam are really the main ports. Next, please.
This is the actual figures for the Port of Antwerp. And you see that what Michel has been telling you, that the numbers are increasingly significant. So in 2022, the final numbers, each year we have record confiscations. Each year, and we only scan 2%. And there's an assumption with the customs that around 20% of the drugs that is pouring into the Port of Antwerp are meant for domestic use, Belgium, and 80% is shipped through to Sweden, to the Baltic states, but also to other European countries. So in debates, basically, if we start talking about regulating cocaine trafficking and cocaine, you know, legalization, regulation, there are debates now. The war on drugs has failed. It's important to know that 80% goes somewhere else. So it's really an international problem. It's not a domestic problem. And this is something that we have been struggling with, especially journalists and politicians in Belgium. They focused on Antwerp. It's a problem of the Port of Antwerp. No, it's a Belgium and it's an international problem. It's not just Antwerp. Next, please. So this is the background. I'm not going to dwell on that. Michel has told you about that as well. The roots lie in migration. It lies in the fact that we had migrants and deals between the Moroccan and the Belgian government of labor migration for miners, that these people were going to work in mines. And these were coming from very impoverished cities in the Rif. And what is particularly interesting in growing in the Rif, that's weeds, that's cannabis resin, etc. So there are these connections, familial ties as well, into, hey, we know a guy who is dealing in drugs, which could be interesting. What we see in the 60s, 70s, what we see now is an impact of policy decisions of 40 to 50 years ago. And the Dutch don't like hearing that, but it is basically the fact. So in the 60s, when Dutch policymakers were confronted with cannabis and people smoking cannabis, the hippies, they said, what should we do? Should we ban it? Should we fight it? Should we take the legal approach and the police approach? Or should we use harm reduction? Take the point of view of healthcare and all these kind of things. And they said, okay, let's go for harm reduction. We're not going to criminalize using it, but we're not going to allow to produce it. And why not? Well, basically in the 60s, the ones who were producing were actually the users. So they said in the committee, scientific committee, they said, there are not a lot of people who are using. If we criminalize, profits will rise because then it's going to be in illegal markets, and illegal markets are very interesting for criminal entrepreneurs. The users might rise as well. So the number of users might rise as well if we criminalize. So let's not criminalize. And then, well, the production, this is something that we're still going to criminalize, because if you look, it's the individual consumer of weed who is using. And how they miscalculated. Because suddenly, the Netherlands, Pays-Bas, was the only country in Europe and in the vicinity of Belgium and France where you could legally obtain weed and smoke them as well, which was fun for everyone. So the reality is, you see as of the 80s that there was some sort of drug tourism. Also from Germany, also United States military officers based, or soldiers based in Germany, everyone wanted to go to Amsterdam, not only for the red light district, but also to smoke weed and once in a while have some synthetic drugs. In these 80s and the 90s, you see the rise of cocaine. Pablo Escobar, these Colombian cartels, you see the rise, and you see the connection with the Mokro Mafia, the first beginning of the Mokro Mafia. When you have weed and when you can produce weed illegal, or should produce weed illegally because it was not allowed to do it in a legal way in the Netherlands, then you find creative ways. And if you have a large warehouse in Morocco where you have tons of cannabis, and there's a large number of people, consumers, wanting that cannabis, Moroccan entrepreneurs said, hey, let's go into that business. And many of the current Mokro Mafia leaders started out dealing hashish, dealing cannabis resin, and all these kind of things. So they didn't start out dealing cocaine. It was included into their portfolio due to international changes. I'm going to tell you something about that later on. But what you saw in the 90s, there was a shift also to cocaine, the introduction of cocaine in our
cities, you see that the Mokro Mafia or the Moroccan connections, they're already dealing in hashish. They take into cocaine as well. And so they have, as of the 90s, as of the 2000s, a foothold into the cocaine trade as well. I've arrived here today from Belgium to Paris without any obstacles, except here in this building. So there's a free flow of people, money, and goods. That's the same for drugs. You know, people traveled to the Netherlands. There's a big bang in cocaine, in cannabis production, and you see that this was a contradictory result of the policies in the Netherlands. Next, please. So the migration, I'm not going to spend a lot of time on that, but these connections of these Moroccans who have these connections with family ties, people who they know who are already in the production of cannabis, they already are shipping things. But then three things happen which have an impact on the new generation of the Mokro Mafia, if you call that. And indeed, Nasser and Michel, mafia is not a good word, because the main distinction between criminal networks and mafia is governments. It's really political dominion. And this is something that they don't have, and they don't want it as well. Terrorism, yes, and by focusing on threatening the princess of the Netherlands, or even try to kidnap our Minister of Justice, yes, but political dominion is not something they have. Basically, the Mokro Mafia is a group of people who know each other, who grew up in the same neighborhoods, who went to the same schools, and who knew each other, but due to miscommunication, distrust, they started hating each other and started recruiting. The business was going up, and they started fighting each other. But three things were important for this new generation. First one, there was an operation supported by Europol and Eurojust, by the, let me see, it's the Guardia di Finanza. They shut down a port in Italy, the Gioia Tauro, and it was a major 'ndrangheta hub for the transport of cocaine. Suddenly, while the Italian mafia, like Michel said as well, while the Italian mafia was very dominant in the transport of cocaine, suddenly they were crippled. But no worries, there were these Moroccan entrepreneurs who said, hey, Moroccan-based entrepreneurs who said, we can do the trick for you. We can do it. So the initial takeover, the initial help through these Colombian cartels came from the crippling of the 'ndrangheta. So what you do as law enforcement has an impact on the market as well. This is the main point to take away. Secondly, in 2016, you have the peace deal with the FARC, so the Revolutionary Army and the Marxist Army in Colombia. And one of the main principles in that peace agreement was that they would commit to fighting organized crime. And the government did that. They did not really respect the rules that were laid out in the peace deal, but nevertheless, the fight on organized crime, this is something that they did. And a lot of people from these militias went away, the FARC disarmed, and new groups took over. And we see indeed a rise of cocaine, tremendous rise of cocaine. Next, please. So this is what actually happens today in Belgium and the Netherlands. It is the result of 200 to 300 kilograms cocaine that has disappeared. So it all started with in 2012 when Hoes, they have nicknames, Hussein, Hoes, and Gwyneth Marta were actually good friends, were working together with the Colombians due to the fact that the 'ndrangheta was crippled and these kinds of things. So they started dealing with Colombians, they started dealing with cocaine. But Gwyneth Marta went to prison, his friend took over, and distrust emerges. 200, 300 kilogram cocaine disappears, and in a meeting in Antwerp, the first killing liquidation happens. Then it was taken over the business by Samir Scarface, who inherited the business from Gwyneth Marta. He was murdered in 2014. Mustafa Mus El Fetchteli was arrested in Casablanca, is in prison. Ridwan Taghi, the main player now, who's everyone is afraid. Back in the days, in the 2010s, 14, 15, people did not dare to mention his name. Even his collaborators just signed his name by doing the T sign, because he ordered his men that he wanted to be anonymous. In 2015, he left to live in Morocco.
He got rid of his registration in the Netherlands. He deleted himself from the Netherlands and went, because he had a double nationality, and he went living in Morocco to remain completely anonymous. Police, when all these killings were going on, when all these drugs were being got, they even found the largest weapon stash in the Netherlands with 67 small arms, 27 automatic rifles, 9 hand grenades belonging to Taghi. The police didn't even know his name. When the first Pentiti, the informant, said, "Let's Crown witness," said, "Let's go, let's protect me because I'm being threatened by my life, by Ridwan. Please help me." When he started mentioning Ridwan or taking that photo book of the police, "Do you recognize these guys?" He said, "The main player is not here in your photo book. There's a big gap in your intelligence." And that was Ridwan Taghi. He's on the picture, right? This is after his arrest in Dubai. An interesting story after that. Yeah, but so Ridwan Taghi took over business. He was arrested in 2019 in Dubai, and it has led to the criminal process Marengo. It doesn't mean anything. They just assign a certain name. It's a textile. It doesn't mean anything. But 3 witnesses have already been killed on the orders of our friend Ridwan Taghi. He also ordered the hit and the murder of Peter R. de Vries, a journalist. And he threatened to kidnap Mark Rutte, the Prime Minister of the Netherlands, and even Princess Amelia, so the Princess of the Netherlands, to exchange. So if you kidnap someone, then you say, "Let Taghi free," and then you have your princess back. These kinds of things. He even tried to kidnap Vincent van Quickenborne, our Minister of Justice in Belgium. And actually, there were 2 young guys driving with Dutch number plates in Kortrijk, Courtrai, and the local police was on the alert and said something is wrong here. And they found these guys with weapons, and they tried, allegedly, to kidnap Vincent van Quickenborne. Now, Taghi is an important figure because still, from prison, he communicates with his gangs. His business is not over yet. 2 of his lawyers, one was a cousin, and what they did, they communicated through an iPad. The cousin, received messages from the gang, and he showed that during his face-to-face time with his clients. The lawyer showed to Taghi the questions. Taghi took notes on a notepad, and then the lawyer took a photograph, and there were 4 things that he requested. The police was watching. 4 things. First of all, keep business going because I need money. Secondly, my brother is being prosecuted in Morocco. I need to bribe judges. Thirdly, I want to break out. I want you to hire mercenaries through helicopters. I want you to shoot the place up, real commando style, and spill tons of oil around the prison so the police response will be delayed, that the police cars will drive off, and let's have mercenaries killing the place here and let me get out of here. So he was really planning his escape violently. And fourthly, he said, take care of this journalist, and they did. So the main quick story about his arrests, he was hiding in Dubai. Dubai is a favorite place for many of the Mokro Mafia criminals because they don't ask questions. You go with a pile of cash, you can buy a house, you can buy a shopping mall. The first one, Scarface, started out in stealing scooters in Antwerp and in Amsterdam, and he went buying a shopping mall in Dubai for billions of cash, voila, in cash. They don't ask questions, which is very nice, of course. But Taghi wanted to kill Mustafa Mous in Morocco. And there's a ground rule in Morocco. You don't bring your business to the motherland. Taghi said, fuck off. I have my own rules. And he ordered the killing on Mustafa Mous. No one of his Morocco friends wanted to do that, so he hired 2 Dutch guys. It went wrong. They killed someone else. And apparently the boy was a medical student. He was the son of a judge, and the judge is a good friend of the king of Morocco. The king of Morocco called the king of Dubai, the sheikh of Dubai, and the sheikh of Dubai found where Taghi was hiding. They stormed in, they beat him up for 3 days, people with Moroccan accents, beat him up for 3 days, and then in a private plane, they lifted him to the Netherlands.
a sudden deal. Voila, and this is his mugshot. Next. So this is Premier Rutte, won't be cycling to his work anymore because there's still a death threat against him. Next. So, and one thing that is important, now the threat to society. So you already know they threaten journalists, they kill lawyers. All these things are ongoing, especially Taghi. He's very violent. But there's also another part. So in organized crime, there are two ways of doing business. And this is Pablo Escobar's famous question he asked to people. Plata o plomo? Lead or gold or silver? Do you want money or do you want bullets? If you are you going to be an obstacle, you're going to die, or you're going to receive money? Choose. So violence or corruption. And this is something that we saw as well. Sky ECC, short story, the federal police in Belgium received money from the Americans, the American DEA, for business that they did. It was out of the budget, so finally the federal police could do something with that, because the federal police in Belgium is underfunded completely. So they said, let's bring together our top ICTs around the world in the Hilton of Antwerp and try to hack Sky ECC. And Sky ECC was a Canadian encrypted messaging communication devices. And these nerds, they hacked into the system, and the police and the prosecutors' officers in Belgium was able to read into the messaging of the Mokro Mafia for 3 weeks. After 3 weeks, they needed to intervene because people would once again be killed, etc. But something else is going on. If they started reading these messages, these are headlines of newspapers. It's in Dutch, but 2 Antwerp police officers arrested, 2 lawyers arrested, people working in the port arrested, a criminal investigator, a drug specialist arrested, people working with the tax administration arrested, kickboxer arrested, and someone working in the port. You see that the reach in corruption is high. They have people, they corrupt people in the ports, corrupt people in the police, prosecutor's office as well, in the meantime, cities, even people, you know, when they tow your cars and to look at the registration plates, your number plates. Where does it come from? Where do you live? They want to have access to your information of people, to know your family, your relatives, to put pressure on them. This is not mine. So, second, next one. So we are now talking in Belgium and in the Netherlands about subversive crime, undermining crime. It's organized crime that, through its impact on society and other different aspects, 5 different dimensions, has a negative impact on our institutions. And we're talking about subversive crime and not organized crime, because we want to make clear that this is something else. It's not organized crime like human trafficking, which has harm towards bodily injuries and the physical integrity of people. This is about the physical and the integrity of the states. And these are the things that we have identified in subversive crime. We're talking about subversive crime in Belgium now. So first of all, you have a financial impact through money laundering, tax evasion, unfair competition. People launder their money. They establish car washes, they have bridal shops, all these kinds of things, to just tell to the tax administrator, hey, I can buy this Porsche or this Lamborghini or whatever through my own savings. I have been a successful entrepreneur, I have 3 car washes, and they're doing very well. But in reality, perhaps none of these cars are being washed. Secondly, the quality of life. You have groups who acquire social power in cities because they own businesses and they can offer jobs to people. They can offer mediation. We have now people who are investing in charity, and charity is being used not only to launder the criminal money, but also to facilitate what we call, in military terms, winning the hearts and minds. Next. The morale, normalization of crime in certain neighborhoods in Antwerp or in Brussels. You hear people say, okay, if you want to move on in life, if you want to do well in life, you should become a professional soccer player or a drug criminal. And indeed, if you look at this young generation, this new generation of the Mokro Mafia, in 3 years' time, they started out with nothing, hassling little bags. Taghi started out as dealing little bags of hashish, and up until buying villas in Dubai. So in 3 years' time, you could
raise above mediocrity. The rule of law, it has an impact on that as well. That's the reason why we're talking about this, the reach of organized crime and hence subversive crime. Lupcha makes a distinction between how organized crime or criminal networks are integrated into society. And predatory, parasitic, or symbiotic. Symbiotic is when the criminal economy is completely merged with the criminal economy. Parasitic is when sometimes the legal economy and the criminal economy come together and help and facilitate. Predatory is when the illegal criminal economy is just not integrated in the legal economy. And now we see that more and more in Antwerp, in Brussels, and other parts, except in the Walloon region, because they're not really monitoring economic sectors, that we see a merger between what we call the crime business nexus. The legal economy and the criminal economy are increasingly starting to merge. And finally, ecology, especially with synthetic drugs, you see these impacts when they dump toxic waste into the drinking water, etc. Next. So we have adopted now, and have to close, I know, we have adopted now an administrative approach in Belgium. This is a new legislation that is currently being debated in Belgian Parliament. It is the name, it's an administrative approach next to the judicial and police approach. We're going to do an administrative approach. And that means that cities and municipalities are going to join the fight against organized crime. They are not going to join, not going to just say, if you want to have a license to operate a business in the city, like in Ghent, now they say, okay, excellent, taxes, very good, revenues, you can operate. Now we're going to screen. We're going to screen the integrity of the person. You should show where your money is coming from. And we're going to look into the morality as well. We're going to find and look if you're connected to criminal networks, are being convicted or was convicted in the past for criminal activities. And this is something that is now that we have copied basically from the Netherlands. And that's also the reason why mayors are now being threatened by the Mokro Mafia, because mayors now make these decisions of granting a license, revoking a license, shutting business down, and they are now in the forefront in the fight against organized crime as well. It's not to replace judicial approaches or police approaches, it's adding something. And this is the result of our lessons learned in the Stroomplan in Antwerp. The evaluation is that if you want to do something in a short notice, it's financial investigation, but also administrative approaches. Shut the restaurants down, shut the shisha bars down, make it difficult, disrupt organized crime, make life difficult for them, and show that you know what they're doing and where they are. Okay. And the circle here is, you know, while you start money laundering, you have a lot of economic power, you have a lot of money. With that money, you can buy social power, that people are listening to you. You go to school children of 12 years old, you say, here's 50 euros, do something for me. That's a lot of money for these children. If you look at these neighborhoods, large number of unemployment, low quality of housing, all these kind of things. So troubled youth, these are excellent fishing pools for drug criminals. And with social power may come political power. And this is something that we're worried about. And then you have your narcotic stake, or how do they call it? Yeah, voilà. Narco-Eta. Voilà. And this is something that we're worried. So what we want to do now is to make sure that we block the economic power. So the money laundering, the businesses that they establish, that is going to be difficult. So they don't acquire social power and the least political power. Next. I'm not going to dwell on that, but it is important to, this is just a demonstration of 2007. This is an old visualization of the architecture of drug trafficking. It starts out with farmers, coke, paste purchasers, and transport to Antwerp and the Netherlands. And then you have couriers, retail sector. And it's important to know it's a network. And this network increases and decreases. It's people who talk to each other. It is not a mafia. It's not family-based as such. It's opportunity-based as well. Next. And that's the reason why we need to focus on this administrative approach. And this is the main thing that we're now doing in Belgium, is because if you look at the retail sector, criminal money is being used to set up car rental companies, restaurants, shisha bars, bridal shops, barber shops, to
cut your hair, and all these kind of things. And these people in the reds are at random now identified as part of the criminal organization, but they can easily be taken away. We have done something with Sky ECC. We have had 1,000 arrests. We have seen people, we have connected them to crimes, 1,000 arrests, but it didn't matter. The drug markets are increasing and violence is still going on. So the question is, from a social network analysis, are we picking on the right stuff? And how can we really disrupt cocaine trafficking? Voila, that was my takeaway. Thank you very much. Bonsoir à tous. Je vais essayer de vous dresser le volet judiciaire et le volet des praticiens de ce que l'on peut. Vous m'entendez? Oui. Ah, c'est mieux. D'accord. Oui, je disais que la tâche qui me revenait était de confronter un peu les exposés qui vous ont été faits sur donc la géopolitique de la drogue, sur la situation que connaissent les Pays-Bas et la Belgique en matière de pénétration eh bien dans la société des organisations criminelles dédiées au trafic de drogue et de ce qu'elles eh bien laissent craindre en termes de déstabilisation des institutions. Je vais essayer du coup d'une part de vous expliquer ce que je fais avec mon équipe et puis au sein du parquet de Paris pour essayer de lutter le plus efficacement possible contre ces phénomènes-là. Je vais essayer également de vous dresser de la manière la plus claire possible les enjeux qui se posent à nous et qui sont ceux qui sont actuellement visibles par nos services, et puis également essayer de vous décrire la situation française telle que je peux la voir, telle que je peux la décrire, qui, cela a été dit, n'est pas identique à celle de la Belgique et des Pays-Bas, où, comme on vient de vous l'indiquer, des événements récents au cours des dernières années ont largement déstabilisé donc les institutions, qu'elles soient étatiques, journalistiques ou institutionnelles, enfin dans le monde de la justice, avec effectivement cet avocat qui a été assassiné. Pour le moment, en France, rien de tout cela sur la période récente, puisque, sauf erreur de ma part, le dernier assassinat d'une figure institutionnelle remonte à l'époque de la French Connection, en tout cas d'un assassinat en lien avec le grand banditisme remonte à cette époque-là. Mais mon propos sera quand même de vous dire aussi que, après tout, la France n'est pas à l'abri de ça, surtout au vu de l'évolution de la situation telle qu'on peut l'observer ces derniers temps, telle qu'elle est, je trouve, moi aujourd'hui, particulièrement relayée par les médias. Il est clair qu'au cours des derniers mois et de ces dernières années, je dirais de ces 2-3 dernières années, manifestement, et c'est une bonne chose, les médias s'intéressent de plus en plus à la problématique de la criminalité organisée. On est à une période qui suit qui a suivi un intérêt qui était tout à fait légitime et normal envers le terrorisme sur les années 2015-2020, et puis depuis maintenant effectivement 3-4 ans, la criminalité organisée occupe le devant de la scène, finit par inquiéter plus que le terrorisme, et certainement à raison au vu de l'importance qu'elle prend, et puis de ces manifestations qui sont de plus en plus visibles et inquiétantes. Alors ce que je peux faire, c'est quand même par commencer à me présenter, puis à vous expliquer un peu dans quel cadre s'inscrit mon action et celle de mes collègues. Donc cela a été dit tout à l'heure par Monsieur Lalam. Je suis donc vice-procureur au parquet du tribunal judiciaire de Paris, dans une section spécialisée de ce parquet. Pour vous donner une idée, pour ceux qui ne le savent pas, le parquet de Paris, c'est logiquement le plus gros parquet de France, et c'est un parquet qui compte 130 magistrats environ. Parmi ces 130 magistrats, un certain nombre sont spécialisés par contentieux, et donc la section que je dirige, composée de 8 magistrats aujourd'hui, est spécialisée en matière de lutte contre la criminalité organisée dite non financière, par opposition à la criminalité économique et financière, qui, elle, est traitée par une autre section. Moi, le cœur de métier de ma section, c'est donc effectivement la lutte contre les organisations criminelles, j'allais dire classiques, celles qui vivent d'atteinte aux biens en bande organisée, celles qui vivent du trafic de drogue, celles qui vivent de la traite des êtres humains, de l'exploitation, de la prostitution, et j'en passe évidemment sur tout ce que vous pouvez imaginer.
Ça ne veut pas dire qu'on est aveugle évidemment sur tout ce qui est financier, et notamment sur l'aspect blanchiment de l'argent que génèrent ces différentes activités. Mais voilà un petit peu le cadre dans lequel on s'inscrit. Évidemment, on n'est pas que 8 à s'occuper à Paris de tout ce qui relève du trafic de stupéfiants, de la délinquance organisée. Mais la spécificité de notre section, c'est que elle se positionne sur ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus souvent le haut du spectre de cette criminalité organisée, c'est-à-dire sur des réseaux particulièrement puissants, particulièrement impactants au niveau national et international. Donc, pour le dire simplement, on travaille, en tout cas on essaye de travailler sur le haut du panier, sur des têtes de réseau et sur des réseaux particulièrement puissants, tels que ceux qui vous ont été décrits par mon prédécesseur et qui sévissent en Belgique et aux Pays-Bas, mais évidemment pas seulement, en France, dans toute l'Europe, et puis, je vous le dirai, finalement, dans le monde entier. Donc ce contentieux très spécifique, le haut du spectre de la criminalité organisée, il a fait l'objet depuis une vingtaine d'années maintenant, puisqu'on arrive, on va être en 2024, l'objet d'une attention du législateur français, qui donc à plusieurs périodes est venu montrer la préoccupation qui était la sienne de la situation et puis de la prise d'importance de la criminalité organisée et de la nécessité de doter les autorités étatiques et judiciaires et puis répressives d'une manière générale, de moyens juridiques et matériels propres à combattre efficacement, ou en tout cas le plus efficacement possible, cette criminalité organisée. La première loi qui est venue prendre en compte cette situation et essayer d'améliorer l'efficacité de la répression, c'est une loi de 2004, la fameuse loi Perben 2 pour ceux qui ont pu travailler dessus, qui entre autres dispositions, a d'abord développé un certain nombre de moyens d'enquête spécifiques que pouvaient mettre en œuvre des enquêteurs de police dans le cadre d'investigations sur ces sujets-là. Et puis surtout a tenu à spécialiser un certain nombre de tribunaux en France sur ces thématiques-là, en leur accordant des extensions de compétences qui leur permettaient de traiter une criminalité, une délinquance qui évidemment s'arrête pas aux frontières d'un département ou aux frontières d'une commune, mais qui doit provoquer une prise de hauteur et une vision d'ensemble. Ça a été la création de ce qu'on appelle les juridictions interrégionales spécialisées, qui sont donc dédiées à ce type de criminalité. Donc il y a eu la création de plusieurs juridictions sur le territoire national, pour citer sur la métropole les plus importantes, Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, et puis également Nancy et Rennes, qui se sont vus accorder des pôles de compétences en fait, avec des magistrats et des formations juridictionnelles dédiées au traitement de cette grande criminalité organisée. Et puis le temps a passé, la situation, vous l'avez compris, elle s'est pas améliorée, loin de là, malheureusement, au gré des années, au gré de l'évolution de la technologie aussi, parce qu'il faut bien le dire, ça nous aide pas. On pourrait avoir l'impression que ça nous favorise et que ça nous permet de lutter plus efficacement, mais on a malheureusement souvent du retard par rapport, ou plutôt ce sont les organisations criminelles qui ont de l'avance sur nous et qui profitent elles aussi malheureusement de ce progrès technologique. On s'est aperçu qu'en 20 ans, les moyens utilisés par les organisations criminelles s'étaient démultipliés, que de nombreuses contre-mesures avaient pu être développées et être mises en œuvre par ces organisations, de sorte qu'il était de plus en plus difficile d'investiguer sur leurs agissements, sur leurs structures, et qu'il fallait à nouveau monter en gamme, je dirais, et puis essayer de permettre une répression plus efficace. En 2019, une nouvelle loi a été prise, qui est venue, mais je vous passe les détails, là encore modifier l'arsenal répressif qui permettait de lutter et de mener des enquêtes en matière de criminalité organisée, et puis un échelon, j'allais dire supérieur, en termes de coordination en tout cas, a été créé. C'est ce qu'on appelle la Junalco dans le jargon. Vous avez peut-être vu cet acronyme relativement récent, puisqu'il remonte à 2020, apparaître dans des articles de journaux, parfois dans la bouche de journalistes ou autres. La Junalco, qui signifie donc juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, et qui correspond ni plus ni moins à l'attribution à la juridiction parisienne, donc au parquet de Paris,
aux juges d'instruction parisiens et aux juridictions de jugement parisiennes d'une compétence cette fois-ci nationale en matière de lutte contre la criminalité organisée pour des affaires de très grande complexité. Donc la très grande complexité étant un concept évidemment un peu flou qui est précisé à certains égards par la loi, donc notamment en termes d'impact et d'ampleur géographique de prégnance de ces organisations criminelles et puis de développement de leurs activités. Donc depuis... Comment ? C'est toujours la même vice-procureur ? Oui, exactement. Voilà, exactement. Effectivement, donc la section que je dirige donc a cette compétence nationale, du coup, en plus de sa compétence interrégionale qui régnait jusque-là. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, la section J1, le parquet de Paris, eh bien, peut se saisir d'initiatives ou sur la base de signalements de dossiers par des collègues d'autres régions, de dossiers qui présentent eh bien, une ampleur nationale. Et en général, quand ça présente une ampleur nationale, c'est souvent aussi qu'elle présente une ampleur internationale ou transnationale. Donc, la juridiction parisienne s'est vue dotée d'un rôle d'une part de coordination de la lutte contre la criminalité organisée sur le plan judiciaire, cette coordination passant par la collecte de renseignements, le recoupement d'éléments entre les affaires traitées par les uns et par les autres, et une coordination destinée évidemment à éviter un morcellement des compétences, un morcellement du traitement des affaires, ce qui évidemment a la fâcheuse tendance bien, à abaisser l'efficacité plutôt qu'à la renforcer, surtout dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui où, comme on l'a vu et comme on le disait, eh bien, les organisations criminelles évidemment ne se limitent pas à leurs frontières nationales et encore moins interrégionales. Donc cette compétence nationale, voilà, elle nous conduit aujourd'hui à traiter des affaires donc qui, eh bien évidemment, concernent la France, mais pas seulement. Donc elle est en œuvre depuis 2020, puisque les premiers dossiers qui ont été évoqués par le parquet de Paris au titre de sa compétence nationale remontent à cette époque-là. Alors le propos de ce soir, c'est évidemment ces mafias liées au trafic de stupéfiants. Je fais juste une incise avant de revenir sur ce sujet qui est le nôtre ce soir. La criminalité organisée, c'est pas que ça, évidemment, je vous le disais. Hein, et donc la Junalco ne s'occupe pas que du trafic de stupéfiants. C'est environ 50% de notre activité, mais ce n'est pas que ça. Nous sommes évidemment très occupés et ça défraie régulièrement la chronique par un certain nombre de contentieux qui sont également préoccupants et qui se massifient. Je pense aux filières d'immigration clandestine et à tous les événements que vous avez pu observer ces derniers mois, ces dernières années. Le plus récent en date, pour vous donner une idée, c'est le naufrage qui a eu lieu dans la Manche au mois d'août, avec plusieurs décédés, qui est un dossier qui a conduit à notre saisine et qui est donc actuellement suivi par nos services. C'est également le proxénétisme aggravé et la traite des êtres humains qui nous conduit à nous intéresser, pour là aussi vous donner un exemple, à des réseaux sud-américains de proxénétisme qui ont pour activité principale l'acheminement de prostituées depuis l'Amérique du Sud vers l'Europe et notamment la France pour exploiter leur prostitution dans tout un tas d'endroits et particulièrement dans des villes de taille moyenne un petit peu partout en France où des réseaux de Paraguayens, de Colombiens ou autres ont fleuri ces dernières années. C'est également la lutte contre le grand banditisme plus classique, tel qu'on l'entend, celui qui est féru de vol à main armée de cibles toujours plus grosses ou de réseaux de voleurs en bande organisée qui accumulent des butins phénoménaux. Voilà un petit peu le spectre des contentieux que l'on traite. Et à côté de tout ça, évidemment, le trafic de stupéfiants, qui, je vous le disais quand même, nous occupe énormément. Et comme cela a été dit précédemment, les deux drogues qui nous occupent le plus, ce sont le cannabis et la cocaïne, avec une montée en puissance de la cocaïne qui est particulièrement prégnante, particulièrement inquiétante et qui remonte à quelques années. Notamment depuis la période Covid, on a vraiment une explosion, je trouve, des consommations de cocaïne et des importations corrélatives. Mais il ne faudrait pas oublier non plus, on peut en parler très rapidement, les drogues de synthèse qui font également des ravages et
ont de plus en plus de consommateurs, avec des réseaux de distribution qui ne sont pas les mêmes que ceux dont on parle aujourd'hui, de la cocaïne, et puis d'autres drogues émergentes sur lesquelles, pour le moment, l'Europe est plutôt épargnée, mais qui doivent aussi nous inquiéter. Je pense aux opioïdes de synthèse, au fentanyl, et à ces drogues qui sont souvent mortelles, et qui, pour le moment, épargnent relativement plus que relativement, semblent épargner l'Europe, puisque pour la France, ce sont surtout des territoires ultramarins qui sont touchés. Je pense à la Polynésie française, où il y a un phénomène qui est plus inquiétant, mais qui, du coup, donc sont des vraies menaces, et peut-être les menaces du futur. En tout cas, nos collègues américains ou canadiens ne cessent de nous le dire et de nous prévenir sur le fait que lorsque la France verra débarquer le fentanyl, eh bien, ça sera autre chose que la cocaïne. Voilà, donc je ne veux pas être alarmiste, évidemment. Je vais revenir sur le cœur de notre sujet, qui est bien sûr le trafic de cocaïne, puisque la Mokromafia, on l'a compris, son cœur d'activité aujourd'hui, c'est ça. Et nous, donc à la Junelco, au Parquet de Paris, on a été en première ligne finalement pour lutter contre des clans affiliés à cette mafia, qui effectivement n'en est pas une au sens italien, mais qui est une constellation finalement de réseaux, d'équipes criminelles qui se connaissent, qui travaillent ensemble au gré des alliances, au gré des nécessités, et qui sont apparus au grand jour dans un des épisodes récents qui est particulièrement important, et qui nous a permis, quand je dis nous, c'est nous Français, mais nous Européens, et puis nous monde, puisque ça a cette dimension-là, c'est le démantèlement de plusieurs messageries de téléphonie cryptée, plusieurs solutions de téléphonie cryptée, successivement en 2020 et en 2021. Par à chaque fois, eh bien, une coopération judiciaire établie entre la Belgique, la France et les Pays-Bas, pour aboutir à ce qui a pu être qualifié de hacking, mais qui est tout à fait légal, hein, puisqu'on est sur des mesures évidemment qui n'ont pas été le fait de pirates, mais le fait de services de l'État qui ont agi dans le cadre des lois en vigueur, et donc qui ont permis la captation et le décryptage des données qui transitaient par ces solutions de téléphonie qui étaient réputées inviolables, qui étaient vendues comme telles par leurs promoteurs aux organisations criminelles qui en étaient les clientes, et qui ont permis donc à travers l'exploitation de révéler un nombre particulièrement conséquent de choses sur les organisations criminelles présentes sur nos territoires et agissant sur nos territoires, sur leurs modes opératoires, sur leur puissance financière, et sur leurs habitudes, leurs mesures de précaution, et leur localisation, bien souvent, puisqu'on a quand même eu là aussi des résultats intéressants, même si j'y reviendrai, c'est pas si facile que ça. Donc deux solutions qui sur lesquelles la France a été en première ligne, puisque Encrochat donc en 2020 et SkyECC en 2021 sont des solutions dont les serveurs étaient hébergés en France auprès d'OVH Roubaix, ce qui nous a donné une compétence pour agir et pour mettre en œuvre des mesures de captation de données sur les serveurs de ces deux solutions. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après c'est particulièrement technique et puis je ne crois pas que ce soit vraiment intéressant ce soir. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que ces deux mesures de captation ont été faites dans le cadre de dossiers judiciaires qui ont été donc construits en collaboration avec nos collègues belges, nos collègues néerlandais, et avec le soutien d'Europol et d'Eurojust, donc deux agences européennes qui sont chargées de promouvoir la coopération policière européenne et la coopération judiciaire européenne. Concrètement, ce qui s'est passé avec ces deux dossiers, c'est que c'est ouvert à nous les communications des organisations criminelles dans une transparence qu'on n'avait pas eue depuis très longtemps, puisque ça fait bien longtemps que les techniques d'enquête du type écoute téléphonique ne donnent plus d'aussi beaux résultats qu'à une époque, et que les voyous, les organisations criminelles ont compris qu'il fallait communiquer en toute discrétion pour éviter, évidemment, de tomber sous le coup de procédure judiciaire et de mise en cause. Donc ces solutions, elles ont été créées pour justement mettre à l'abri les organisations criminelles de ce type de risque, en leur permettant de communiquer
sans aucun tabou, sans aucune dissimulation, sans aucun code sur leurs activités. Et donc, lorsque vous accédez à ces communications-là, c'est un livre ouvert sur lequel tout apparaît, avec des messages écrits, bien sûr, mais des messages audio, des photographies, des vidéos, tout un tas de médias qui permettent de se rendre compte de ce qu'est la criminalité organisée aujourd'hui et de se rendre compte de la menace de fait que cela constitue pour nos sociétés et pour nos populations. Sky ECC, j'ai les chiffres, je vous donne des chiffres que j'ai en tête, mais qui ne sont pas forcément une précision absolue. C'est environ 1 milliard de messages, donc 2 milliards de messages échangés, la moitié à peu près décryptés, et donc une mine d'informations qui ont permis, s'agissant du trafic de cocaïne, puisque c'était une des activités principale qui a pu être mise au jour à l'occasion de l'exploitation de ces messages, eh bien, c'est de voir que effectivement le trafic de cocaïne il est massif, qu'il passe par ce vecteur particulièrement massif, lui aussi, qui est le fret conteneurisé donc transatlantique, avec des petites boîtes qu'on empile sur des bateaux et dans lesquelles, eh bien, à côté des bananes et puis des meubles de déménagement, eh bien, on insère des sacs de cocaïne, des palettes de cocaïne à destination donc du vieux continent. Ces messages, ils ont permis de voir que, eh bien, on avait effectivement des organisations criminelles dont les têtes, pour la plupart, étaient bien au chaud dans des havres de paix tels que Dubaï, la Turquie, l'Algérie ou le Maroc, à l'abri théorique des justices européennes, et que depuis ces endroits-là, eh bien, ces gens-là dirigeaient des équipes qui, elles, agissaient localement, qui étaient autant de fusibles prêts à passer à l'acte pour aller récupérer des sacs de cocaïne en zone portuaire, pour aller enlever tel concurrent qui donc n'a pas payé ses dettes, pour torturer tel individu qui est soupçonné d'avoir donc donné des informations à la police ou à une équipe concurrente. Et tous ces messages-là, je le disais, donc avec force d'illustration sur les techniques employées et le degré d'extrême violence donc utilisé par ces organisations criminelles. Voilà, donc aujourd'hui, cette fenêtre donc s'est ouverte en 2021, notamment pour Sky ECC, qui était vraiment une solution utilisée dans le monde entier par un nombre d'utilisateurs particulièrement important. C'est une solution dont des utilisateurs ont été recensés sur les territoires de 138 pays dans le monde, avec des prévalences sur certaines zones géographiques, notamment donc en Europe, les pays qu'on a cités, mais aussi la zone balkanique, où des organisations criminelles albanaises et de différents pays des Balkans sont particulièrement actives dans le trafic de cocaïne. On a parlé de la 'Ndrangheta, de la Mokromafia, mais c'est pas les seuls. Des mafias russophones, avec là aussi des territoires d'Europe de l'Est, d'Europe du Nord-Est, qui sont évidemment pas épargnés par le trafic de cocaïne et qui ont aussi leur mafia, ont eu aussi leurs utilisateurs de Sky ECC, donc utilisant la solution pour bien acheminer de la cocaïne à bon port. Cette solution de téléphonie cryptée, elle nous a permis de monter de fait un certain nombre de dossiers et puis donc d'identifier et de mettre en cause un certain nombre d'individus particulièrement importants dans le trafic. Donc il a été question de Ridwan Taghi, la Mokromafia, c'est pas que Ridwan Taghi effectivement, alors c'est celui qui est le plus connu aujourd'hui à travers malheureusement son œuvre telle qu'elle a pu être dépeinte tout à l'heure, mais il y en a d'autres, des têtes de réseau aussi puissantes ou presque que Ridwan Taghi, des Néerlandais, des Belges, des Français aussi, qui travaillent ensemble, qui se connaissent, qui mutualisent donc des importations de cocaïne par centaines de kilos, par tonnes parfois, et qui ont pu être identifiés, localisés, parfois interpellés à l'étranger, parfois extradés, parfois malheureusement non, pour des raisons qui tiennent tout simplement à des positions prises par certains pays, à de la corruption parfois. Donc cette fenêtre qui s'est ouverte nous a permis quand même d'accrocher un certain nombre de cibles que quelques années auparavant, soit on ne connaissait pas, parce qu'elles étaient passées en dessous des radars depuis des années, soit dont on avait connaissance qu'elles avaient probablement une activité de trafiquant, mais sans pouvoir jamais rien établir à titre probatoire pour permettre de les mettre en cause dans le cadre d'une procédure judiciaire et d'espérer aboutir à une condamnation. En définitive, l'exploitation de ces données, elles ont bien mis en lumière finalement les deux phénomènes
qui tous deux contribuent à la déstabilisation de nos sociétés et qui sont des réalités, y compris en France. C'est ce qu'on peut appeler le narcoterrorisme et c'est le phénomène de corruption, qui n'est pas nouveau, mais qui, je vais y revenir tout à l'heure, donc est particulièrement inquiétant et prégnant. Le narcoterrorisme, qu'est-ce que c'est? Alors en France, pour le moment, on le voit pas de la même manière que ce qui se passe aux Pays-Bas, en Belgique ou plus récemment en Suède. Je sais pas si vous avez vu le 20h hier sur France 2, mais il y a un reportage assez parlant sur ce qui se passe en Suède actuellement en termes d'activité des organisations criminelles dédiées au trafic de stupéfiants, de règlement de compte. On n'en est pas là simplement à des tirs avec des armes à feu plus ou moins lourdes, mais on en est carrément à l'attentat à l'explosif, donc avec dommages collatéraux qui sont absolument qui n'effraient absolument pas leurs auteurs ou qui ne les dissuadent pas. Et puis à des scènes de guerre en plein Malmö ou en plein Linköping, dans un pays qui, a priori, la Suède, peut plutôt avoir l'image d'un pays safe, je dirais, où finalement ce type de problématique est éloigné. Alors en France, c'est pas encore, et heureusement, et j'espère évidemment que ça ne le sera pas, on n'en est pas là. On n'en est pas là, toutefois, là aussi, la violence, elle est partout. Là aussi, les médias s'en font quand même le relais de manière quasi quotidienne et à un rythme de plus en plus effréné, ce qui démontre bien là aussi une évolution, une tendance à l'augmentation de ce type de comportement et à l'augmentation de leur degré de gravité et à leur complète désinhibition. On entend beaucoup parler de Marseille, on vous l'a dit, une quarantaine de décès par arme à feu au cours de l'année 2023, tous imputables au trafic de stupéfiants, alors à la concurrence entre clans, à la concurrence entre bandes, à la nécessité de reprendre un territoire ou tout simplement de le conquérir. C'est ce qui est le plus visible finalement aujourd'hui. Ça existe à Marseille, mais pas seulement. Vous avez pu, là aussi, si vous lisez la presse ou si vous suivez l'actualité, vous rendre compte que de plus en plus de villes, de provinces de taille moyenne étaient gangrénées par le trafic de stupéfiants et se trouvaient être le théâtre de scènes de ce type-là, avec des fusillades, des règlements de compte dans des endroits où jusque-là, ma foi, la vie était plutôt douce. Il y a ces violences, il y a ces passages à l'acte et ces règlements de compte de plus en plus fréquents. Il y a aussi ce qui n'est pas visible, mais ce que nous, on voit dans le cadre de nos dossiers, c'est l'utilisation de l'enlèvement-séquestration comme un mode alternatif de règlement des conflits, où on enlève pour un oui ou pour un non. Alors parfois, on enlève un voyou, mais parfois, on s'en prend plutôt à sa famille, qui a priori n'a rien à voir dans l'histoire, ou à des proches sur lesquels on sait que, après une petite séance de pression, ou parfois de torture, on pourra obtenir ce que l'on souhaite. Voilà, ça c'est quelque chose qui est également une réalité et qui a de quoi faire peur, mais qui va dans le même sens, en fait, qui montre que finalement les personnes impliquées dans ces organisations criminelles et qui travaillent pour elles n'accordent pas grande valeur à la vie et ont de moins en moins de scrupules à adopter des comportements extrêmes pour parvenir à leur fin, pour faire peur, parce que c'est quand même le but. Je fais beaucoup de références aux médias, mais c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, il y a énormément de sujets qui sont diffusés donc sur cette thématique. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est la 5 qui a diffusé un reportage qui s'appelle La drogue est dans le pré, où on voit des interviews assez intéressantes d'individus qui parlent de services après-vente lorsqu'il s'agit d'aller terroriser, parce que c'est ça le but, et que sans terreur et sans violence, finalement, il n'y a pas de possibilité de faire progresser le trafic, de faire gagner plus d'argent à ceux qui y sont mêlés. Donc ce narcoterrorisme, il est encore en France discret, même si, comme je le disais, on entend quand même de plus en plus parler. Il est bien évidemment inquiétant. C'est quand même un baromètre qui permet là aussi parce que quand il y a une désinhibition entre voyous, il y a le risque à un moment de basculer et de franchir un cap et de s'en prendre à d'autres que les voyous. Et là, je pense bien aux autorités, évidemment, et aux représentants des autorités, puisque à un moment ou à un autre, quand on n'accorde plus grande valeur à la vie ou qu'on n'est pas arrêté par ce genre de considération, et bien finalement, on s'en prend aux gêneurs. Et les gêneurs, évidemment,
au-delà des organisations criminelles concurrentes, c'est bien souvent, et ça peut devenir les autorités répressives, les autorités politiques, les journalistes, qui, je le disais, font de plus en plus de sujets sur ces thématiques-là, et autres. Donc, très clairement, c'est un phénomène qui est inquiétant et qui mérite une grande vigilance de la part de nos services. On s'attache de plus en plus, évidemment, donc nous, à la GRC, à la Génalco, à revendiquer ce type d'affaires et à essayer, bien évidemment, de les élucider, même si c'est pas toujours facile, mais surtout de les relier à leur contexte et au trafic de stupéfiants auquel elles se rattachent pour pouvoir eh bien, les comprendre et lutter plus efficacement contre elles. Le deuxième phénomène inquiétant, qui là aussi est quelque chose qui a toujours existé et qui est consubstantiel aux organisations criminelles et à leurs activités, c'est la corruption. Il y a un article qui est paru dans le Figaro aujourd'hui qui fait suite à un rapport de l'Agence française anticorruption qui je ne sais pas si vous avez pu le lire ou y avoir accès, mais qui revient un peu sur cette problématique-là, donc au niveau de la France. Alors, l'idée n'est pas évidemment de laisser penser que la France serait un pays corrompu dans lequel toutes les institutions seraient gangrénées. C'est pas du tout mon propos et c'est heureusement pas le cas. Mais la réalité, en revanche, est celle que nos dossiers nous donnent le plus à voir et de plus en plus souvent à voir, c'est que très clairement, les organisations criminelles ne pourraient pas être aussi efficaces sans bénéficier de relais dans certaines institutions, auprès de certaines autorités, et que ces relais, eh bien, ils existent, et souvent il suffit de bien peu, hein, il suffit d'un douanier, il suffit d'un policier, il suffit d'un magistrat ou d'un fonctionnaire pour eh bien, permettre à une organisation criminelle d'échapper à une opération d'interpellation, permettre à une tête de réseau d'être libérée sur un vice de procédure bien élaboré. Et donc ça, ce sont également des réalités qu'on voit dans les dossiers. L'article part sur un exemple qui provient d'un dossier de chez nous qui a donné lieu à une phase d'interpellation en mars 2023. C'est quelque chose qui avait été médiatisé aussi, c'était l'interpellation d'un douanier de Roissy qui touchait 50 000 € par valise de cocaïne qu'il laissait passer donc, au contrôle bagage et qui était dans la main d'un réseau qui assurait le trafic de stupéfiants d'un bout à l'autre de la chaîne, puisqu'il s'agissait d'importer de la cocaïne depuis l'Amérique du Sud pour eh bien, la revendre en France, et notamment dans le département de l'Essonne. Voilà, très clairement, il est bien évident, et là on retombe sur le nerf de la guerre, qui est l'argent, et qui est ce qui motive les trafiquants, et ce qui fait que eh bien, plus ils sont puissants, plus ils ont une capacité corruptive importante, et plus eh bien, donc il représente un danger pour nos sociétés. C'est un bon exemple. Voilà. Un douanier qui touche 50 000 € par valise, inutile de vous dire que par rapport à ce qui peut être son salaire mensuel, comment lutter contre ce phénomène-là, si ce n'est en identifiant l'agent corrompu et en le neutralisant. Voilà. Toute la question est de savoir combien il y en a, où se trouve-t-il, et combien peuvent agir. Donc c'est ce phénomène de corruption dont l'augmentation est, en tout cas l'augmentation des constats est claire. Nous on le touche du doigt au quotidien, et on n'est pas du tout un service anti-corruption, on est un service de lutte contre la criminalité organisée, et de fait, eh bien, de plus en plus on se retrouve donc, à l'occasion de certaines de nos affaires de criminalité organisée, eh bien, à mettre au jour des faits de corruption, et donc à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit dans les services de police, de douane, de gendarmerie, mais aussi dans l'administration pénitentiaire, parfois dans les juridictions, avec des stratégies des organisations criminelles qui peuvent être différentes, qui peuvent aller de l'opportunisme, c'est-à-dire recruter finalement un agent déjà en poste et puis eh bien, le conduire à passer de l'autre côté, mais aussi ce que l'on craint et ce que l'on voit dans certains dossiers et qui nous pose question, c'est parfois eh bien, l'impression ou des éléments qui permettent de se demander si certaines personnes ne rentrent pas dans l'administration pour ça. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir une organisation criminelle qui va infiltrer tout simplement les institutions en faisant passer le concours de gardien de la paix à un tel, en faisant passer le concours de greffier ou de surveillant pénitentiaire à un tel pour avoir quelqu'un dans la maison et avoir une porte ouverte sur tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont évidemment éminemment inquiétantes et contre lesquelles il faut se montrer ferme et vigilant, mais c'est une réalité
qu'il convient de prendre en considération dans le cadre de la lutte contre ces organisations criminelles. Alors le tableau, il n'est pas reluisant, évidemment. Il y a de quoi quand même être inquiet. Pour autant, il y a clairement des réponses à apporter donc à cette problématique-là. Des réponses qui sont évidemment, comme toujours, à différents niveaux. Il n'y a pas qu'une réponse et il n'y a pas qu'un levier, à mon avis, d'action sur ce type de phénomène. Mais je crois qu'il est clair et je pense que la loi de 2019 avec la création de la Genalco va dans ce sens-là. Et les moyens qui sont promis et alloués au fur et à mesure vont également dans ce sens-là. Il n'y aura pas de lutte contre la criminalité organisée, contre cette très grande criminalité organisée efficace sans moyens. Ça, c'est une réalité. Je crois qu'il faut absolument dire et porter. Lors de la vague d'attentats terroristes qu'on a connue en 2015, il y a eu des réponses qui ont été apportées, avec un renforcement significatif des services, avec la création d'un parquet national antiterroriste, par exemple, avec le renforcement des services enquêteurs, la refonte du monde du renseignement, ce sont autant d'éléments qui ont contribué nécessairement à la lutte antiterroriste et qui, je pense, permettent aujourd'hui, bien évidemment, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, eh bien d'avoir, je dirais, atténué la menace terroriste, en tout cas telle qu'on l'a connue dans les années 2015 et suivantes. Je crois qu'aujourd'hui, très clairement, la criminalité organisée, cette grande criminalité organisée-là, elle est la menace numéro 1 de nos sociétés, et je pense que la réaction, elle doit être à la mesure, et qu'il faut que toutes les autorités de l'État se mobilisent très clairement pour lutter contre elle, que cela soit par l'allocation de moyens matériels, de moyens technologiques, de moyens humains, évidemment, pour bien favoriser la neutralisation de ces réseaux, de ces têtes de réseaux qui pullulent et qui sont de plus en plus puissantes. Un autre levier, c'est évidemment la coopération internationale, qui existe et qui s'est révélée ces 3 dernières années absolument décisive pour lutter contre ces organisations, parce que si on raisonne à l'échelle d'un pays, on ne fait rien et on n'est rien et on n'a aucun pouvoir. Il y a des évolutions très positives sur la coopération internationale en matière policière et judiciaire ces dernières années, dont il faut se féliciter et qu'il faut continuer à accompagner. Nous travaillons aujourd'hui avec beaucoup de pays, avec des pays sensibles, des pays avec lesquels on travaillait pas comme ça il y a encore quelques années, voire pas du tout. Je pense évidemment à des pays d'Amérique du Sud, puisque nous avons une coopération notamment avec les autorités colombiennes qui est particulièrement intéressante, avec d'autres pays d'Amérique du Sud. Mais bon, la Colombie, vous l'avez compris, c'est quand même, lorsqu'on parle de trafic de cocaïne, le premier pays producteur et celui d'où part d'une manière ou d'une autre l'essentiel de la production mondiale. Nous avons des relations de coopération avec des pays, bien évidemment au sein de l'Union européenne, où là la coopération est maximisée et où les agences européennes Eurojust et Europol jouent leur rôle à plein et permettent vraiment une coopération intéressante. Les défis d'aujourd'hui, ils se trouvent sur les pays extérieurs à l'Union européenne, sur le Moyen-Orient, sur ces havres de paix que sont la Turquie, Dubaï, le Maroc, l'Algérie, avec les difficultés qu'on connaît, qui sont pour certaines liées à l'histoire, pour certaines liées à la diplomatie actuelle, et qui pour d'autres sont en cours de pays. On est vraiment en train de nouer des relations. C'est pas si facile que ça, mais en tout cas, on essaye. Et puis, ça mettra certainement du temps à porter complètement ses fruits, mais en tout cas, je pense à la coopération avec les Émirats arabes unis notamment, avec Dubaï en particulier, où donc des liens sont noués depuis quelques années et où on essaye, et bien évidemment, d'obtenir d'une part la remise, l'extradition des personnes arrêtées sur leur sol et qui sont nos fameuses têtes de réseau, celles dont je parlais tout à l'heure, ces Français, ces Belges, ces Néerlandais, qui donc ont quitté leur pays d'origine, leur pays de trafic, depuis parfois une dizaine d'années et qui se sont installés dans la Burj Khalifa Tower ou dans je ne sais quel gratte-ciel pour couler des jours heureux à l'abri de toute poursuite judiciaire et de tout risque physique. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont travaillées à l'heure actuelle, qui sont poussées. On essaie de développer le réseau des magistrats de liaison, le réseau des officiers de liaison de la police et de la gendarmerie nationale, et ce sont autant d'éléments qui sont absolument indispensables aujourd'hui pour pouvoir progresser dans cette amélioration.
Et puis, au-delà donc, de ces leviers, il y a aussi d'autres leviers qui, finalement, eux, donc, relèvent d'autres politiques et d'autres problématiques. Je pense évidemment à la sensibilisation des populations, à la sensibilisation des consommateurs, parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'y a pas de trafic s'il n'y a pas de consommateurs. Et la cocaïne, aujourd'hui, on l'a rappelé, c'est un phénomène particulièrement inquiétant. De plus en plus de gens en consomment. On est sorti du cliché d'il y a quelques années où le consommateur de cocaïne, c'était quelqu'un du showbiz, qui a beaucoup d'argent, quelqu'un des milieux, des élites, des milieux politiques et autres. La cocaïne, aujourd'hui, elle est consommée par tout le monde. Il y a des exemples et des rapports sur les situations des uns et des autres. Et on le voit que la cocaïne est un produit qui s'est démocratisé, qui fait moins peur qu'à une époque, alors que c'est un produit dangereux. C'est un produit qui est consommé dans toutes les classes sociales, malgré son prix, qui est vu comme un produit qui aide à tenir, à être efficace, et qui c'est largement démocratisé dans toutes les couches de la société. Je crois qu'effectivement, la sensibilisation de la population sur les dangers de la cocaïne, sur ce qu'elle entraîne en termes de santé publique, fait partie des leviers qui doivent évidemment être actionnés, et c'est le cas avec des institutions comme la MILDECA ou d'autres qui se battent justement pour faire passer ces messages-là. C'est bien évidemment pas suffisant, mais ça fait partie quand même de la gamme de mesures qui doivent être prises. Et puis dans nos époques troublées en termes de climat, de pollution et autres, il y a l'enjeu écologique qui a été rapporté et qui peut paraître anecdotique par rapport aux autres problématiques, mais qui est bien réel. Moi, j'étais en Colombie au mois de juin dans le cadre d'un déplacement professionnel où les autorités colombiennes nous ont montré comment on fabriquait la cocaïne. Elles nous ont montré qu'est-ce que c'était une plantation de coca, un laboratoire de transformation de la coca en cocaïne base, et ce que l'on mettait comme produit dedans. Je peux vous dire que ça vaut toutes les préventions du monde. Vous montrez à un consommateur de cocaïne le processus de fabrication de cette drogue, s'il n'est pas vacciné après ça, je sais pas. Je pense que c'est des leviers qui doivent être utilisés, qui doivent être relayés auprès des populations. La cocaïne, c'est loin d'être bio, évidemment, et donc au-delà de tout ce que ça contient, ça contribue à la déforestation des zones où elle est produite, ça contribue au déversement de produits chimiques en quantité dans l'environnement. Voilà, il faut savoir que ne serait-ce que comme première étape de la production de la cocaïne, pour extraire l'alcaloïde, qui est le principe actif de la cocaïne, de la feuille de coca, il faut faire mariner 1 tonne de feuilles de coca broyées dans 100 litres de diesel pendant 24 heures. Voilà, c'est la première étape de la fabrication de la cocaïne. Je vous passe toutes les autres parce qu'elles sont toutes plus terribles les unes que les autres, mais c'est une réalité aussi, et ça fait partie des choses qui peuvent éventuellement, je dirais, bien servir à lutter contre la consommation de cette drogue. Monsieur Antonin, peut-être le mot de la fin pour qu'on puisse avoir quelque chose. Voilà, j'en avais terminé. Voilà, j'allais finir par le dernier levier, mais dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais je pense qu'il est vraiment important, la médiatisation. Je crois que très clairement, les médias ont leur rôle à jouer dans ce combat, et que l'information du public sur ce qu'il y a derrière le trafic de cocaïne. Alors, on parle de trafic de cocaïne, mais bien évidemment, le trafic de stupéfiants n'est pas de cannabis n'est pas beaucoup plus reluisant. Mais en tout cas, voilà, très clairement, je pense que la multiplication d'articles de presse, de reportages et autres sur ces thématiques-là sont importants et doivent continuer dans ce sens-là. Merci infiniment, monsieur le magistrat.